Si je te posais la question combien de fois dans tes tests automatisés as-tu fait du copier-coller pour vérifier plusieurs cas d'utilisation ou pour tester différents ensembles de données. Et si je te disais qu'il existe une méthode beaucoup plus rapide, plus efficace et surtout réutilisable. Dans cette session, nous allons voir ensemble la programmation orientée objet, pourquoi c'est essentiel de l'utiliser dans vos tests automatisés. Ensuite, on va voir les concepts clés à savoir lorsqu'on parle de la programmation orientée objet. Comme ça, vous ne serez plus perdu lorsqu'on va parler des différents concepts de la programmation orientée objet. À la fin de cette session, vous serez capable de tester jusqu'à 100 utilisateurs en quelques minutes sans devoir à dupliquer votre code avec du code propre et facile à maintenir. Si tu me découvres via cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains tutoriels sur l'automatisation des tests logiciels. Cela m'aide énormément à faire grandir la chaîne et ça te permet de ne rien manquer sur mes prochains tutoriels sur l'automatisation des tests logiciels. Je vais créer une classe POO, programmation orientée objet, dans mon éditeur de code. Prenons un exemple simple. Tu testes une application de gestion des utilisateurs. Et pour cette application, tu as besoin d'un nom d'utilisateur. Donc, on a un nom. Pour un nom d'utilisateur, je vais dire par exemple Cissé. Ensuite, tu peux avoir un email pour un utilisateur. Tu peux avoir d'autres informations comme l'âge, la profession ou d'autres types d'informations que tu souhaites. Je vais ajouter par exemple profession. Imaginons que tu souhaites tester ton application de gestion des utilisateurs. Donc, dans cette application, tu as un nom d'utilisateur, un email, une profession pour chaque utilisateur. Si tu souhaites tester ton application avec 2 utilisateurs et sans la programmation orientée objet, tu vas devoir dupliquer ça en 2 fois. Mais imagine si tu souhaites tester 100 utilisateurs dans ton application. Est-ce que tu vas dupliquer ça à 100 fois? Et comment tu vas te sentir en dupliquant ça en 100 utilisateurs? Donc, c'est là intervient la programmation orientée objet. Et cela va t'éviter de dupliquer encore et encore les mêmes codes que tu peux optimiser pour pouvoir tester ton application de manière efficacement et très rapidement, de manière organisée. Pour distinguer les variables, on va faire nom 2, email 2 et profession 2. Donc, on peut laisser comme tel. Imaginons que tu souhaites afficher ces informations pour pouvoir valider ton application. Donc, tu vas créer une méthode publique void afficher info et à partir de cette méthode, tu vas créer un sysout qui va te permettre d'afficher le nom d'utilisateur. En argument, on va avoir nos 3 attributs et en dernier, on a la profession. Donc, comme on a 2 utilisateurs, on va devoir dupliquer ça en 2. Ici, on va avoir nom 2, email 2 et profession 2. Ici, on a fait pour 2 utilisateurs. Maintenant, imagine-toi lorsque tu as 100 utilisateurs à valider. Cela veut dire que tu vas non seulement dupliquer cette partie en 100 fois, mais aussi cette partie en 100 fois. Ce qui peut devenir ennuyeux et fastidieux, qui est aussi sujet à beaucoup d'erreurs. C'est pour cela qu'il faut éviter de faire la duplication de tes codes, mais plutôt partir dans le sens de l'optimisation. C'est là intervient la programmation orientée objet. Pour gérer de manière efficace cette classe de gestion utilisateur, on va créer une classe spécifique appelée utilisateur. Je vais créer ici une classe utilisateur.java. Avec cette classe utilisateur, on va créer un modèle unique, mais qui va être utilisable pour tous les utilisateurs qu'on va devoir tester dans notre application. Pour cela, on va d'abord définir les différents attributs d'un utilisateur. Donc, un utilisateur peut avoir un nom. Ensuite, il peut avoir un email. Il peut aussi avoir un âge. L'âge, c'est en entier. Donc, on va dire int. Une fois qu'on finit de définir les attributs, on peut créer une méthode appelée constructeur. Cette méthode constructeur va nous permettre d'initialiser les attributs d'un utilisateur. Pour créer la méthode constructeur, on va faire bouton droit, source action, puis on va sélectionner dans cette liste Generate Constructor. Je sélectionne la case tout en haut pour sélectionner l'ensemble de mes attributs, puis je clique sur le bouton OK. Ici, il vient de me créer le constructeur par rapport aux attributs qu'on a ajoutés dans notre classe. À gauche, on a l'attribut avec le mot-clé 10, ce qui fait référence
référence à la modification de cet attribut. Et à droite, on a le nom qu'on a renseigné en argument lorsqu'on souhaite faire la modification de cet utilisateur. Donc, on fait cela pour tous ces attributs ajoutés précédemment. Ensuite, pour afficher les informations d'un utilisateur, on peut ajouter une méthode qui va nous permettre de faire cela pour tous les utilisateurs. Donc, je vais faire public void afficher info. À partir de cette méthode, je vais ajouter sysout. Je peux faire utilisateur. Je fais appel à l'attribut nom. Ensuite, je définis l'email. Puis, on va définir l'âge de l'utilisateur. Regarde maintenant comme cette classe simplifie tes tâches pour tester 100 utilisateurs. Lorsque tu as besoin d'afficher un utilisateur, tu as juste à faire appel à cette méthode au lieu de faire la duplication pour chaque utilisateur. Donc, il y a plusieurs avantages à utiliser de la programmation orientée objet dans tes tests automatisés. D'abord, au lieu de dupliquer un code en plusieurs fois dans chaque test, tu vas créer une classe qui va te servir de modèle que tu vas pouvoir réutiliser encore et encore dans chaque classe de test. Si tu souhaites modifier une information, un attribut ou une méthode dans une classe, tu as juste besoin de faire la modification dans une seule classe qui sera prise en compte dans toutes les autres classes de test qui font référence à cette classe. Ce qui est un gain de temps énorme. En plus, tu as plus de flexibilité. Si on prend l'exemple dans le cadre de la gestion des utilisateurs, lorsque les informations de l'utilisateur évoluent, on souhaite ajouter une adresse à la classe utilisateur, tu as besoin d'ajouter qu'à un seul endroit, c'est-à-dire dans ta classe utilisateur, et tous les autres utilisateurs en bénéficieront. Ensuite, ça va te permettre d'avoir un code clair et bien structuré. Si on fait référence à notre classe utilisateur, chaque utilisateur est un objet distinct. En plus, tu as un code clair et bien lisible. C'est très important de mettre en place la programmation orientée objet dès que tu peux dans tes tests automatisés pour bénéficier de cette lisibilité de code. Passons maintenant sur les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet. C'est très important de comprendre ces différents concepts. Donc ici, on va voir 4 concepts. Le premier concept qu'on va voir en programmation orientée objet, c'est l'encapsulation. Il faut comprendre le concept d'encapsulation comme votre compte bancaire. Vous n'allez pas donner la clé ou le code de votre compte bancaire à n'importe quelle personne. Le compte bancaire est privé. Si quelqu'un doit accéder à votre compte bancaire, c'est à vous qu'il doit passer en premier avant qu'il n'accède à votre compte bancaire. Donc c'est exactement comme ça fonctionne l'encapsulation en Java. Donc cela va nous permettre de gérer des données comme par exemple les mots de passe, les clés API, en général les données sensibles. Et ces données sensibles seront déclarées en privé. Ensuite, on va avoir différentes méthodes qu'on peut appeler ici les accesseurs et les métateurs. Les accesseurs vont nous permettre d'accéder à l'information pour pouvoir lire l'information et les métateurs vont nous permettre de faire la modification de cette information. Voyons un exemple concret d'utilisation de l'encapsulation en Java. Pour cela, je vais créer un attribut en plus des attributs qu'on a définis précédemment. Par exemple, l'attribut mot de passe. On va déclarer cet attribut en private. Donc, je fais private string mot de passe. On va créer le setter et le getter de notre mot de passe. Je fais bouton droit. Je vais aller dans source action. Puis, je vais sélectionner dans cette liste générer getter. Ensuite, je sélectionne mon attribut que je souhaite utiliser. C'est mot de passe et je clique sur OK. Je vais faire la même chose pour le setter, source control. Puis, je sélectionne dans la liste cette fois-ci generate setters. Ensuite, je sélectionne mot de passe et je clique sur OK. Comme la manipulation du mot de passe est sensible, on l'a déclaré en private, ce qui va restreindre l'accès au mot de passe à l'extérieur de cette classe. Ensuite, nous avons défini ici 2 méthodes. La méthode setMot de passe, c'est la méthode métateur qui va nous permettre de faire la modification du mot de passe, et une autre méthode appelée getMot de passe qui va nous permettre de faire la lecture du mot de passe. C'est une méthode appelée aussi accesseur. Un deuxième concept de la programmation orientée objet, on va voir l'héritage. Il faut comprendre l'héritage comme dans le monde réel. Chaque enfant hérite d'un parent et chaque enfant peut avoir ses propres comportements. Donc c'est exactement comme ça fonctionne l'héritage en programmation orientée objet. En programmation orientée objet, on peut avoir des méthodes entre différentes classes qu'on peut réutiliser. Par exemple, on peut avoir une classe fille qui hérite d'une classe mère et à partir de cette classe fille, on peut réutiliser les méthodes se trouvant dans la classe parent. Donc on va voir un exemple concret d'utilisation de l'héritage en programmation orientée objet. Je vais créer ici une nouvelle classe qui va hériter de notre classe mère qui est la classe utilisateur. Et pour cette classe, je vais l'appeler utilisateur premium par exemple. Pour mieux comprendre le concept d'héritage, imaginons qu'on gère une boutique en ligne. Pour cette boutique en ligne, on a différents types de clients. On a des clients standards et on a des clients premium. Des clients premium qui nous font des gros achats. Et on peut avoir une classe utilisateur premium
premium qui va gérer uniquement ses clients premium. Donc, et cette classe premium va hériter de la classe mère qui est la classe utilisateur. Donc, pour cela, je vais créer une nouvelle classe appelée utilisateur premium. Et cette classe va hériter de la classe utilisateur. Et pour écrire ça, on va écrire le mot-clé extend, puis définir la classe utilisateur. Donc, cela veut dire tout simplement qu'on a une classe utilisateur premium qui hérite de la classe utilisateur. Donc, dans cette classe, on peut faire appel à toutes les méthodes de la classe mère. Comme cette classe permet de gérer des clients premium, on va mettre en place un système de points pour récompenser les clients fidèles. Donc, pour cela, je vais déclarer ici une variable private int point. Ensuite, dans cette classe, je vais ajouter ce qu'on appelle le constructeur de la classe. Pour créer le constructeur de la classe, je peux directement faire bouton droit, aller dans source control. Ensuite, je sélectionne ici generate constructor. Je sélectionne l'attribut que je viens de définir, puis je clique sur OK. Ici, on a la classe fille utilisateur premium qui hérite de la classe utilisateur. Donc, si vous remarquez ici, dans la création du constructeur, il est venu avec le nom, l'email, l'âge et le point. Et en regardant dans la classe utilisateur, on a 4 attributs ici. Comme l'attribut mot de passe a été déclaré en private, l'attribut mot de passe ne peut pas être accédé à l'extérieur de cette classe. C'est pour cela qu'il nous a pris uniquement ces 3 attributs. Ensuite, il a ajouté l'attribut point qui est l'attribut spécifique à la classe utilisateur premium. Maintenant, à partir d'ici, on peut ajouter une autre méthode qui va nous permettre d'incrémenter le point pour un utilisateur premium. Donc, on va ajouter public void ajouter point, puis je vais faire int point ajouter. Pour ajouter le point au point initial, on va faire appel à l'attribut point, puis faire l'incrémentation. Donc, plus égale point ajouté. Donc, cette écriture veut dire la valeur qu'on avait précédemment, l'attribut point. On prend cette valeur, 10 points, la valeur initiale, et on ajoute les nouveaux points. Lorsque l'utilisateur va acheter, on va calculer le point initial qu'il avait, puis ajouter le nombre de points en fonction de l'achat qu'il a effectué. Donc, point ajouté. C'est juste l'incrémentation, c'est ajouter le point sur le point précédent. Donc, vous pouvez aussi avoir la décrémentation. La décrémentation, dans ces cas, c'est la soustraction au lieu de faire l'addition.